Attends, Alexandre, je me recoiffe. Voilà, parfait. Parfait, c'est ça. On sera. Donc voilà. Mais bon, on va rien faire de méchant avec la vidéo, c'est juste effectivement pour partager plus facilement les discussions qu'on aura ici. Yes. Alors, tac, je vérifie qu'il n'y a personne de bloqué. Non, ça va. Est-ce que je lancerai pas la première question tout de suite Ouais, on est déjà une quinzaine, de toute façon, les gens vont nous rejoindre tranquillement. Yes. Hop. Bon, qui est autour de la table, là, quand même, un petit peu, non? Vous faites un petit tour de table? Bon, peut-être pas très longtemps, mais N'hésitez pas peut-être à passer au moins par le chat et puis on peut y aller à l'oral même le temps qu'on a un peu de temps, effectivement. Moi, je vais continuer d'admettre. Puis vous pourrez aussi mettre dans le chat un jeu préféré. Mais ouais, ça peut être sympa aussi que vous disiez effectivement qui vous êtes. Oui, pour l'instant, on n'est pas très nombreux, donc s'il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole pour se présenter et partager un jeu, alors ceux qui ont déjà fait l'Icebreaker, n'hésitez pas à partager un nouveau jeu, hein, pour qu'on découvre de nouvelles choses. Puis n'hésitez pas à prendre votre café aussi. Alors, qui a envie de partager un jeu préféré? bon appétit, Jérôme. Non, je vois qu'il y a des choses dans le chat. Hello à ceux qui nous ont rejoints. Hop. Tac, tac, tac. 50 missions. C'est un jeu, ça? Je me posais Ouais. la même question. Est-ce que tu as 50 clients là ou... Vous connaissez pas ça, vous connaissez The Game, quand même, Ouais, de Oya. Bah, Oya a sorti l'année dernière 50 missions, c'est D'accord. topissime. Et c'est d'ailleurs le premier jeu que je vois qui est gamifié. ah oui, C'est-à-dire que la modalité ludique est sympa, mais elle pouvait être un petit peu lourde à la force. Et donc, ils ont rajouté des étapes, en fait, à atteindre, médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or, pour rajouter encore un petit peu de fun. ah, c'est sympa. Faudrait Ouais, que j'avoue que c'est... je regarde. J'aime bien le concept de gamifier des jeux. Il y a, il y a un jeu qui s'appelle Cerber, ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un Cerber. C'est un jeu collaboratif, mais tu n'es pas obligé de gagner avec tout le monde. Et il y a un système d'achievement sur le jeu, sur la boîte du jeu plus exactement. Et du coup, par exemple, c'est gagner tout seul, gagner à plusieurs, gagner en temps de tour, enfin ce genre de choses. Et ça permet d'ajouter de la rejouabilité, c'est plutôt sympa. Ah, bien vu. Alors, tac, 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 je vois du League of Legends. The Mind, moi j'adore. Ouais, yes. On voit essentiellement quand même des jeux de société plutôt que des jeux vidéo. C'est marrant. Je sais pas si, je sais pas si c'est représentatif ou pas de la population française. Ah, il y a du Dota 2 aussi. Bah, dans tous les cas, c'est vrai que le jeu de société fait un retour en force depuis quelques années. Ouais. Salut Margot. Il y a des plateformes de jeux, d'ailleurs, qui ont dû souffrir avec l'arrêt de Flash Player. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, oui, il y a toujours quelques plateformes sympas pour faire des jeux de société à distance. Yes. Je vois un A Way Out aussi, je suis en train de le faire. C'est assez cool comme jeu. C'est un jeu coopératif à deux où on s'échappe de prison. C'est pas très dur. C'est assez accessible, c'est pas très dur, je trouve, mais c'est assez sympa en tout cas à faire à deux. Dice Forge, yes. Et du League of Legends et du Cyclade. Très bien. Tac, tac, tac. Est-ce que. Touk, touk, touk. Est-ce qu'on a personne de bloqué en salle d'attente? Non, ça va. Non, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'on démarre tranquillement, Alex? Ouais, carrément, c'est parti. Oui, c'est donc super. Ouais, peut-être un petit tour de présentation rapide, même si je pense que beaucoup d'entre vous savent qui on est. Oui. Une quinzaine d'entre eux éloignés suivent nos cours en parallèle en visioconférence. 35 autres ont répondu à l'appel de leur enseignante en géographie. Attendez, un petit. Yes, merci.
Du coup, effectivement, bon, on peut prendre le temps de se présenter rapidement aussi, même si je pense que pour la plupart, on commence à se connaître un petit peu. Du coup, moi, c'est Alexandre Duhart, je suis le fondateur d'EcoGame Lab, une agence de gamification basée à Lille qui intervient notamment sur des projets en lien avec l'écologie ou le social. Je suis aussi le créateur des Gamificard, donc un jeu de cartes pour pour faire plus facilement de la gamification. Et mon jeu préféré pendant en tout cas pas mal de temps, donc c'est World of Warcraft, où il y a le petit logo sur la présentation, notamment pour le côté très collaboratif et social du jeu. Ça permet de se faire de nouveaux potes, ça permet de jouer avec des potes, c'est plutôt cool. Puis ça permet de jouer avec des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de croiser très souvent non plus. Et en pleine pandémie, c'est pas mal de pouvoir jouer avec les gens à distance. Voilà. Yes. Et du coup, donc Michael Burov, moi je suis indépendant, je vais intervenir sur des thématiques autour de la gamification, mais aussi effectivement sur des sujets mais qui sont souvent reliés d'intelligence collective, de construction de communauté, et puis sur différents formats. Et du coup, comme jeu préféré, j'ai mis Anabi, qui est un excellent jeu coopératif et qui a comme particularité de casser l'effet leader par le fait que les informations ne sont pas partagées par tout le monde. L'effet leader, c'est le fait qu'un joueur dise à tous les autres ce qu'on doit faire, ce qui est souvent assez pénible. Yes. OK. Peut-être avant la première question, on peut peut-être simplement vous rappeler ce qu'on veut faire aujourd'hui avec le café de la gamification. L'idée, en fait, on a récolté pas mal de questions que les gens nous posent sur la gamification de manière générale et que vous avez posées spécifiquement pour ce rendez-vous-là. Et on va essayer, du coup, point par point, d'y répondre et puis surtout aussi de donner un peu des pistes pratiques ou où aller à creuser. On a, je crois, une douzaine de questions, voire un peu plus maintenant, je ne sais plus. C'est ça, on a reçu une bonne trentaine de questions, du coup, soit via Meetup, soit via le Typeform. On en a sélectionné une 12. Forcément, c'était un peu compliqué de traiter toutes les questions de façon assez complète. Mais par contre, ça nous donne aussi des pistes pour potentiellement vous créer du contenu, créer des échanges en dehors du café de la gamification pour essayer de répondre à ces questions-là. Et de toute façon, ce n'est que le premier épisode café de la gamification. Si ça fonctionne bien, il y en aura d'autres, probablement tous les mois. Yes. Et puis peut-être sur les modes d'interaction, je pense qu'on va être assez speed pour essayer de répondre, etc. Mais n'hésitez quand même pas à rebondir ou à donner des pistes si vous en avez, au moins dans le chat. Voilà. Et puis je pense qu'on va aussi se garder le fait que si on n'a pas le temps de faire toutes les questions, le plus important, c'est qu'on ait le temps d'échanger dessus correctement. Ouais, pour nous, l'important, c'est effectivement d'apporter des pistes de solutions, mais aussi de créer des échanges, parce que du coup, on a tous forcément un peu des pratiques différentes. Et le fait de prendre le temps d'échanger, de partager tout ça, ça nous paraît super intéressant pour développer les connaissances en gamification, notamment dans le monde francophone. Yes. Je lance un très court sondage. Normalement, il va apparaître sur votre écran. Alors, la première question, c'est un peu la question qu'elle spoil un peu. On va sans doute répondre, mais ça nous permet au moins de situer un peu, effectivement. C'est finalement, qu'est-ce que vous en savez de la gamification? Ça nous permettra un peu de savoir. Et puis après, vous pouvez regarder aussi. En fait, on se pose la question d'animer des cafés avec des thématiques spécifiques. Donc, s'il y en a certaines qui vous intéressent dans celles qu'on a mis, n'hésitez pas à les cocher. Je vois qu'on a pas mal de réponses déjà. Ouais, parce qu'en effet, vous êtes très nombreux à avoir posé des questions assez précises, finalement, sur la gamification. Mais il y avait aussi des questions qui étaient un petit peu plus larges, comme, je ne sais pas, la gamification d'un parcours client, ce genre de choses. Et finalement, en prenant 3-4 minutes pour y répondre, c'est assez compliqué de rentrer vraiment en profondeur, donc vous donner des conseils pertinents, je trouve. Et du coup, on dit que ça peut être pertinent de faire un focus, peut-être passer une demi-heure ou un petit peu plus sur une thématique donnée, du coup vraiment la traiter, partager des exemples, etc. Yes. Et puis s'il y a des sujets qui ne sont pas dans des sujets assez larges, n'hésitez pas à les mettre dans le chat que vous aimeriez bien voir. Parce qu'on a mis des exemples qu'on voyait assez rapidement, mais il y en a probablement plein d'autres. On a 86% des votes
Ouais, On n'aura pas à les recompter. Je vais mettre fin, je vais mettre fin de toute façon au sondage. De toute façon, donc, yes, gamification et accompagnement du changement. Ouais, je pense que c'est un sujet qui intéressera du monde. Hop, je vous partage vite fait les résultats. Et puis, est-ce qu'on passe à la première question, Alexandre? ouais, Allez. complètement. Alors du coup, la première question, on se demandait en fait si on allait avoir besoin de réexpliquer un petit peu ce qu'est la gamification ou pas. Il se trouve que quelqu'un, donc s'il 7 ou s'il 7, nous a posé la question sur Meetup. Donc on s'est dit que ça faisait sens de repartager voilà, un petit peu des informations sur la gamification. Donc qu'est-ce que la gamification? La gamification, donc, c'est une méthode qui consiste à appliquer des mécanismes ludiques sur différents sujets. Ça peut être des formations, des applications, des événements, le tout afin d'atteindre des objectifs spécifiques. On utilise cette définition de la gamification pour essayer de préciser plusieurs éléments. Alors forcément, ce qui revient le plus souvent, c'est le fait voilà, d'utiliser des éléments ludiques, comme par exemple des notions de challenge, ce genre de choses qui sont présentes dans les jeux, de les transposer sur d'autres thématiques. Mais la gamification, c'est avant tout une méthode, ce n'est pas forcément un résultat. C'est vraiment un processus, une façon de faire qui va vous permettre donc d'atteindre des objectifs spécifiques. Et ça, c'est très important parce que la gamification, on ne le fait pas pour le fun. On le fait parce qu'on a une problématique très spécifique à traiter. Alors, par exemple, ça peut être générer de l'engagement autour de la fidélisation pour une application, ça peut être dans l'onboarding de vos collaborateurs en entreprise, etc. En fait, les sujets sont très différents, mais à chaque fois, se poser la question de pourquoi j'utilise la gamification permet d'atteindre un résultat forcément beaucoup plus convaincant. Yes. Du coup, une question qui revient très souvent et qui forcément est, je pense, au cœur de pas mal de questions aussi qu'on a reçues pour le café de la gamification, c'est la différence entre la gamification et les jeux ou les serious games de façon un peu plus globale. Donc, pour rappel, les serious games, ce sont des jeux qui ont une vocation autre que simplement le ludique. Ça peut être des jeux, par exemple, pour faire de la sensibilisation, ça peut être des jeux marketing, ça peut être des jeux pédagogiques. Donc, on regroupe un petit peu tout ça sous l'étiquette de serious game. Et donc, comme je disais juste avant, la gamification, finalement, on a une méthode qui permet de générer de l'engagement. De l'autre côté, on a le serious game, donc un produit, un jeu fini. C'est deux choses qui sont assez complémentaires, mais qui sont tout de même différentes, et je pense que c'est important d'avoir cette distinction en tête. Donc, la gamification, en fait, ça va vraiment être une méthode dans laquelle, généralement, on va chercher à rendre plus engageant un sujet en ajoutant des éléments ludiques. On va vraiment rester beaucoup dans le concret, alors que le serious game, on va plutôt chercher à faire l'opposé, c'est-à-dire qu'on va prendre un jeu qui est un produit fini, qui est très concret, et on va lui ajouter des éléments sérieux, donc pédagogiques, marketing, etc., pour faire passer des messages. Sauf que du coup, dans la gamification, quand votre utilisateur il vit l'expérience, il vit quelque chose de réel, et ça va l'inciter à changer de comportement, à faire d'autres choix, etc. Alors que dans le serious game, l'expérience vécue, finalement, elle est virtuelle, et c'est peut-être en sortant du jeu qu'on va pouvoir débriefer, qu'on va pouvoir essayer d'impacter le réel. C'est deux choses qui sont assez différentes. Pour donner un petit exemple et essayer de rendre ça un petit peu plus clair, quand une entreprise fait appel à de la gamification, par exemple, pour faire en sorte que le covoiturage soit plus utilisé en entreprise, ils vont donc suivre la méthode de gamification, ils vont aller se poser des questions, ils vont aller fixer des objectifs, ils vont rencontrer les utilisateurs pour essayer de déterminer pourquoi les personnes ne font pas le covoiturage. D'ailleurs, ça se trouve, ils font du covoiturage, c'est juste que l'entreprise ne se rend pas compte ou n'est pas informée de ces informations-là. Et du coup, ils vont imaginer des solutions, et les solutions, ça peut être par exemple organiser un challenge mensuel sur le covoiturage et récompenser les personnes qui font le plus de covoiturage avec des personnes différentes. Ça, c'est une façon de faire. On est sur l'usage du covoiturage qui est déjà quelque chose de concret, de réel, et on rajoute voilà, des composantes un peu ludiques. Dans le cas du serious game, l'idée, ça va vraiment être de faire un jeu plutôt pour, par exemple, expliquer les bénéfices du covoiturage aux collaborateurs. Et pour ça, on peut très bien faire, par exemple, un jeu de rôle de 30 minutes où, en se mettant en situation, on va découvrir et mieux comprendre les avantages du covoiturage. Et c'est après coup, potentiellement, notre comportement va changer
suite à ça. Donc, finalement, la plus grosse distinction, je pense, c'est la gamification. On est vraiment sur une méthode et on va agir sur quelque chose de concret, de réel. Le serious game, c'est plutôt un produit, quelque chose de fini, de concret, qu'on peut voir, toucher, etc. Et ça propose plutôt une expérience qui est fictive, généralement. Donc, voilà un petit peu la distinction. Je note qu'il y a une question de Laetitia. Donc, le serious game, comment on intègre des contenus d'enseignement tout en conservant le côté ludique? Alors, c'est une bonne question. Un exemple, ce serait par exemple le Trivial Poursuite. Tu prends un Trivial Poursuite qui est un jeu qui existe, tu remplaces toutes les questions par les 6 domaines d'enseignement qui sont attendus et puis des questions sur le sujet. Exactement. Très, très bon exemple. Je vois une question qui est comment choisir l'un ou l'autre. Souvent, sur les questions de formation, d'ailleurs, souvent, ça va se coupler un peu. C'est qu'on va avoir des questions de quels sont les contenus, quels sont les messages auxquels qu'on veut faire passer, auxquels on veut sensibiliser. Ça, c'est une question potentiellement de serious game, de comment on fait vivre finalement ce que c'est ça à travers un jeu, à travers une expérience. Et après, la gamification, c'est comment on motive les utilisateurs à changer de comportement par rapport à ce qu'ils ont appris, à faire des exercices, à mettre en œuvre, à appliquer ça dans la vraie vie. Donc, c'est là où c'est très complémentaire. Je pense qu'on va peut-être pas non plus rester trop de temps là-dessus, mais en fait, pourquoi on vous en parle, c'est parce que méthodiquement, les deux champs sont un peu différents, parce qu'on ne fait pas l'un comme on fait l'autre. Et c'est surtout pour ça que… Et d'ailleurs, les personnes qui sont les pros dans l'un ou l'autre des domaines ne sont pas forcément exactement les mêmes, mais on travaille tous plus ou moins ensemble en plus dans ces cas-là. Complètement. Et puis au final, du coup, il y a beaucoup de questions qui sont est-ce qu'on peut créer un serious game ou de la gamification? Et des fois, les mots sont interchangeables, alors qu'en faisant la distinction, on peut avoir une discussion un peu plus précise. Du coup, pour continuer un petit peu sur ces questions de qu'est-ce que la gamification, donc comme disait Mickaël, l'idée, c'est vraiment de motiver les utilisateurs. Du coup, pour ça, on utilise notamment donc, ces 9 leviers d'engagement. Donc, je vais pas les parcourir. On a d'autres contenus qui couvrent un petit peu plus ça. On pourra vous les envoyer en fin d'échange du café. Mais l'idée, c'est de comprendre quelles sont les sources de motivation d'un public pour ensuite, du coup, grâce à la gamification, jouer avec ces différents leviers-là. Donc, un exemple qui fonctionne assez bien pour expliquer tout ça, donc, effectivement, c'est ces deux applications qui sont deux applications qui servent à motiver des utilisateurs pour faire de la course à pied. Donc, à droite, on a Nike+, qui est une application assez classique, finalement, pour du running. J'aurais pu mettre Strava ou Runtastic. Elle fonctionne un petit peu de la même façon. L'idée, c'est que c'est une application qui cherche à motiver des personnes qui sont déjà un petit peu sportives, qui ont envie de se dépasser et d'améliorer leur pratique dans le sport, et qui ont généralement des contacts, des amis qui font aussi du sport avec l'application. Du coup, on se retrouve avec une application qui repose beaucoup sur les leviers compétences et maîtrise et influence sociale, qui sont deux leviers qu'on voit très souvent dans la gamification. Et ça fonctionne bien parce que les utilisateurs sont sensibles à ces deux leviers. À gauche, on a une autre application qui s'appelle Zombie Run, qui est plutôt une application connue aux États-Unis. C'est une application du coup qui s'adresse à un public complètement différent, dans le sens où elle cherche aussi à les motiver à courir, mais ils n'ont pas forcément très envie de courir. Ils le font peut-être parce que ils ont envie de perdre du poids, garder une activité physique, etc. Mais ils n'aiment pas fondamentalement le fait de courir. Du coup, ils n'ont pas envie spécialement de s'améliorer, ou ils n'ont peut-être pas d'autres personnes avec qui partager les courses à pied. Par contre, ce sont des personnes, dans le cas de Zombie Run, qui sont très intéressées par l'immersion, qui sont dans la curiosité, etc. Et en fait, c'est des personnes qui, du coup, sont beaucoup plus sensibles au levier immersion, curiosité et aléatoire, parce que dans Zombie Run, en fait, on va courir avec ses écouteurs et on va du coup passer dans des territoires où potentiellement il y a des zombies, donc on va se courir après par des zombies. Il va falloir courir un petit peu plus vite pour ne pas se faire rattraper. Enfin, il y a beaucoup d'éléments de gamification qui sont plutôt autour de l'exploration, etc. Et du coup, c'est deux applications qui fonctionnent très bien, mais qui sont adressées à des publics différents. C'est pour ça que c'est très important de se poser cette question-là quand on cherche à gamifier. Yes. Et ben du coup, est-ce qu'on passerait pas aux questions sur le café qu'on nous a posé du coup? Je peux. La première question, c'était comment amener de la gamification sans réunir des gens physiquement.
Voilà, une question qui a été posée par Maxime. Je peux commencer à répondre là-dessus. En fait, la question, déjà, elle m'a un peu surpris parce qu'en fait, je trouve qu'il y a plein de choses de la gamification qui s'appliquent très bien dans un monde à distance, en digital, etc. Typiquement, si on reprend notre roue des leviers qu'on avait avant, sur finalement des leviers à la curiosité, inciter les gens à la créativité, etc., c'est des choses qu'on transpose plutôt bien dans les outils numériques. Voilà, et donc après effectivement, on a toute une panoplie d'outils, d'exemples, de choses que certains d'entre vous connaissent déjà bien. Vous avez Klaxoon qui permet, entre autres, d'animer avec des post-it, enfin, de l'atelier brainstorming et plein de choses, mais qui a aussi plein de modules pour, par exemple, faire une formation en petits modules sous forme d'une histoire, pour faire des concours de vitesse entre les utilisateurs. Je ne sais pas. Ah non, il est après. Tabletopia permet de faire des prototypes de jeux, comme du jeu de société par exemple, sous forme numérique. On a Geniali qui est énormément utilisé, alors justement sur des contenus pédagogiques par exemple, avec du coup pour créer des choses où on clique, où il se passe des choses, etc. Donc on a toute une panoplie effectivement d'outils qui permettent de faire plein de petites actions là-dessus. Du coup, je ne sais pas si Alex, tu vois des choses à compléter sur la question. Eh ben, en fait, je pense que, comme tu disais, cette question venait probablement du fait de faire, par exemple, des formations en présentiel et donc se poser la question de comment réussir à passer des moments collaboratifs en formation avec les apprenants malgré la distance. Et du coup, c'est pour ça on a listé un petit peu ce type de contenu. Sinon, comme vous le voyez dans les applications, voilà, la gamification, elle se trouve assez facilement. On peut en faire finalement partout. Quelqu'un qui participait à un précédent webinaire disait justement que la gamification, c'était une approche assez frugale comparée au fait de concevoir des serious games. Et c'est vrai, on peut mettre de la gamification dans un email que vous envoyez, dans un feedback, dans une inscription. Vous pouvez jouer avec les leviers de la motivation un petit peu partout. Yes. Merci Carole pour Kahoot aussi. C'est un très bon exemple, effectivement, pour faire des questionnaires gamifiés. Effectivement, il y a plein d'outils. Enfin, il y a Scribble, je pense à Mentimeter. Enfin, vous en avez des palanquets d'outils pour faire des sons. En fait, qui marchent souvent en mode concours, points, etc. Donc, attention, ça n'utilise pas tous nos leviers. On peut faire d'autres choses. La question, elle vient aussi peut-être qu'on est passé d'un monde très, enfin, vous le savez bien, d'un monde très physique à un monde pas mal digital et peut se poser la question, mon icebreaker que j'avais qui était ludique avant en physique, comment finalement, parce qu'un icebreaker finalement c'est mettre du jeu dans un moment où on veut finalement on a un objectif sérieux qui est que les gens se rencontrent et fassent connaissance. Typiquement là il y a plein de ressources, dont un très bon article sur les icebreakers en ligne. Il y a plein de choses qui existent sur comment on transpose. Et la question, parfois, c'est aussi d'y penser dès la conception, quoi, de ne pas juste transposer, mais finalement de dire qu'est-ce que ça nous ouvre comme champ différent, le en ligne, par exemple, sur du fait que on peut, par exemple, prendre du temps aux gens sur des formats beaucoup plus étalés puisqu'ils sont chez eux. Voilà, je vois qu'il y a plein d'outils encore. Je vous laisse un peu répondre et compléter. Est-ce qu'il y a besoin de... Non, pour l'instant, on n'a pas de questions complémentaires. Est-ce qu'on passe à la suivante? Yes. Alors, je la laisse, Alexandre. Ouais, alors du coup, une nouvelle question posée cette fois-ci par Béatrice. Quels sites internet sont adaptés pour une gamification peu chère, voire gratuite? Du coup, c'est une bonne question. Comme on vous disait, donc la gamification, ça peut être assez frugal, on peut en mettre un petit peu partout. Il existe quand même des outils qui permettent de gamifier un petit peu les sites web. Forcément, la gamification joue, comme disait Michael, beaucoup sur les éléments classiques, hein, donc des systèmes de points, des quêtes, des niveaux, etc. Donc, ce n'est pas suffisant pour faire la gamification. Il faut prendre en compte d'autres leviers de motivation et surtout se poser la question de ceux qui sont efficaces pour votre public. Mais si par exemple vous avez un site WordPress, ce qui est assez classique et assez facile à prendre en main, vous avez le module GamiPress donc, qui permet de gamifier votre site web. Alors, il faut faire attention. Moi, je m'en suis servi pour un client avec des résultats un petit peu mitigés.
parce que finalement, si vous n'avez pas suffisamment justement d'utilisateurs actifs sur votre site, c'est difficile d'avoir des statistiques derrière l'utilisation sur l'usage de ce genre d'outils. De la même façon, comme je disais, ce n'est pas suffisant en soi en termes de gamification. Et dans ce cas-là, moi, mon client n'a pas forcément pris en compte toutes les recommandations que j'ai pu faire sur le projet. Et du coup, en termes d'équilibrage, on va dire des leviers de motivation, ça pêche un petit peu. Alors, ça, c'est un exemple voilà, pour WordPress. Vous pouvez utiliser d'autres éléments pour faire, par exemple, des questionnaires, pour faire je sais pas, des escape games, etc. Donc, comme les outils qu'on a pu montrer précédemment, Genially. Funnyfire, c'est aussi une plateforme qui permet de faire de la gamification, un peu comme GamiPress, mais sur n'importe quel site web. Nous, on utilise beaucoup Typeform aussi pour faire les questionnaires, et c'est possible de faire un peu de gamification avec Typeform, mettre par exemple un score ou ce genre de choses. En fait, il y a pas mal d'outils qui sont possibles. La seule contrainte, on va dire, c'est qu'il faut les prendre en main et que ce n'est pas la peine non plus de les démultiplier. Il faut essayer d'en trouver un ou deux qui collent bien nos usages et rester dessus pour pouvoir les maîtriser. Je ne sais pas si vous utilisez d'autres outils. Je vois Quizzes, Clicker. Je pense qu'on fera une liste un petit peu de tous ces éléments-là pour vous les renvoyer. Comme ça permettra d'avoir une petite base de données d'outils. C'est toujours sympa. Et pour ceux qui voudraient garder des choses qui sont dans la conversation, vous avez les 3 petits points qui permettent d'enregistrer tout le contenu du chat. C'est une astuce qui peut être utile aussi. Yes, on passe à la suivante? Oui. Allez. Il n'y avait pas d'autres questions. Alors, c'était une question qui était un peu plus longue en vrai, qu'on a un petit peu pris l'essentiel, mais qui était comment amène-t-on la gamification en terre inconnue, avec beaucoup la question de comment, justement, dans le monde de l'entreprise, on peut faire venir ça quand il peut y avoir pas mal de méfiance, de non-compréhension, de freins et de blocage à ça. Une des premières réponses déjà comme ça, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'amener la gamification comme quelque chose qu'on montre et qu'on nomme comme ça, dans le sens où vous avez peut-être déjà vu, vous avez des plateformes gamifiées qui en font un argument de vente et qui vont dire que vous allez vous inscrire à une communauté où il y a des badges, des jeux, des niveaux. Et du coup, ça va peut-être parler à un certain type de public plus joueur. Mais il y a des plateformes qui sont aussi, qui ont des leviers de gamification qui sont utilisés sans qu'on vous en parle. Par exemple, on a sur LinkedIn, par exemple, vous avez des barres de progression, vous avez des choses sans qu'on vous dise bienvenue dans une plateforme gamifiée. C'est pas un argument. Et après, je pense que, et là, c'est aussi un de nos sujets avec Alexandre et puis avec pas mal de gens qui sont ici aussi, c'est comment on en parle, comment on explique que c'est une méthode qui est là pour obtenir un résultat et des changements de comportement et pas quelque chose qui est là juste pour amener du fun. Sinon, en fait, on va être rangé dans la catégorie du team building ou de choses de l'ordre du divertissement et c'est du coup beaucoup plus compliqué de convaincre finalement pour des enjeux sérieux. Effectivement, plein de choses sont déjà, je vois la remarque de Stéphane, plein de choses sont déjà gamifiées dans l'entreprise. Complètement. Et puis l'idée, effectivement, c'est pas d'avoir quelque chose qu'on ajoute si on a le temps sur un projet, mais bien de montrer que la gamification et ce que ça représente, c'est-à-dire l'engagement, la motivation, etc., c'est essentiel pour la réussite d'un projet. Après, là, j'avais envie de vous partager un petit exemple d'un projet qui remonte déjà à quelques années avec Amiens Métropole. En fait, ils organisent tous les ans un salon des transports pour discuter de mobilité autour de la collectivité. Et l'année avant que j'intervienne, ça s'était très mal passé, parce que forcément, changement de bord politique, changement de projet autour de la mobilité, on passe d'un projet de tram qui était assez avancé à un projet de bus à haut niveau de service. Excusez-moi. Forcément, pas mal de rebondissements et pas mal de mécontentements pendant le salon du transport. Du coup, sur cette nouvelle édition, ils me contactent en me demandant si je pouvais créer quelque chose qui puisse permettre, on va dire, d'avoir une atmosphère un peu plus agréable, un peu plus dans les échanges, et pas forcément en lien du coup avec le pouvoir politique en place. Et on a imaginé du coup une sorte de session de jeu de rôle avec des ateliers, en général, il y avait 4 personnes par groupe. L'idée, c'est qu'ils doivent aider des personnages fictifs à choisir le meilleur mode de transport
pour se déplacer sur Amiens et la région de façon un peu plus globale. Et donc l'idée derrière ça, c'était de pouvoir leur proposer de se questionner, pas forcément directement dans leurs pratiques, mais plus questionner les pratiques sur le territoire. Et facilement, du fait qu'on ne parle pas de leurs pratiques, ils arrivent à discuter, à débattre, etc. Et forcément, derrière, ils vont faire le lien petit à petit avec leurs pratiques, parce que c'est bien eux qui se déplacent sur le territoire. Et donc, avec un débriefing à la fin, voilà, on peut amener pas mal de choses intéressantes sur ce genre d'atelier. Et on s'était posé la question de comment on allait communiquer ça auprès du public qui allait être présent. Parce que, comme vous pouvez le voir sur la photo, la moyenne d'âge était un petit peu âgée. On avait essentiellement donc, des élus, on avait des retraités, on avait des cadres dans certaines boîtes de transport, etc. Donc on était quand même sur un public qui potentiellement n'avait pas envie de voir du jeu, notamment sur un salon de transport où on prend des décisions politiques, ou en tout cas on transmet des décisions. Et en fait, on n'a jamais parlé de jeu directement, ni dans la communication, ni pendant l'atelier en lui-même. On a simplement parlé d'ateliers, d'échanges collaboratifs, etc. Et finalement, ça a plu à tout le monde, hein, à la fois les élus qui avaient participé de loin à la conception de l'atelier, à la fois aux participants. Et du coup, des fois, tout simplement, il ne faut pas parler de jeu. Après, si vous avez des interlocuteurs qui, eux, sont convaincus que le jeu, c'est intéressant, là, vous pouvez forcément voilà, utiliser un peu plus ces termes-là. Mais si ce n'est pas le cas, parlez juste d'engagement, de collaboratif, etc. Enfin, en fait, les objectifs que vous cherchez à atteindre via la gamification, et n'utilisez pas le terme. Je préfère. Voilà, tout simplement. Il faut garder les tons bleus. Mais Alors, on peut changer, mais est-ce que tu préfères quelque chose comme ça de pyramidal? un micro. Tu préfères chez lui? Il y a un micro qui est actif. Hop, c'est bon. Yes. Je ne sais pas si vous avez envie de partager quelque chose. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions ou des cas d'usage ou des exemples voilà, à partager tout ça. Sinon, on peut passer à la question. Pas de souci, Romain. Donc, question 4. Yes, parti. Alors, quels outils et ressources pédagogiques pour inspiration et implémentation dans les projets? Question 5 par Lucille. Tac, tac, tac. Et bah là, on va peut-être passer directement au slide avec les quelques outils auxquels on a pensé, même s'il y en a plein d'autres, et n'hésitez pas à compléter. Oui, mettez-les dans le chat si vous avez d'autres idées d'outils, on va dire, pratiques pour faire de la gamification ou d'autres attendez, je fais portier. éléments ludiques. Yes. Du coup, le premier outil qu'on a mis, c'est les mécaniques cartes de Prismatic, qui sont plutôt un outil pour créer des jeux, et des jeux de société en particulier, même si ça s'applique à d'autres choses. Elles sont disponibles en Creative Commons, etc. Elles se retrouvent en PDF ou elles peuvent s'acheter sur des sites de jeux de société comme Philibert ou à d'autres endroits. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles viennent décomposer les jeux de société en matériel, compétences, mécaniques de jeu, et ça peut vous donner pas mal d'inspiration pour ces différents sujets. Et donc voilà, sur cet outil-là. Après, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'en renvoyer. Ou à Alexandre. Le deuxième outil, je pense que beaucoup de gens les connaissent. Tu veux en parler, Alexandre? Juste rapidement, donc effectivement, c'est les gamificards. Donc, les gamificards, donc, c'est un jeu de cartes que j'ai créé pour aider à générer des idées de gamification, tout simplement. Donc effectivement, si vous avez envie de creuser un petit peu ces questions-là et que vous avez un projet en particulier, que vous n'avez pas forcément, on va dire, la culture de la gamification pour avoir des idées par vous-même, c'est un outil qui fonctionne assez bien, à la fois en solo ou du coup en atelier directement. Vous pouvez animer des ateliers avec vos clients, avec vos étudiants, avec vos collaborateurs pour avoir des idées de gamification. Ça fonctionne assez bien. Okay. Et notre troisième outil qu'on avait mis, c'est c'est toute la communauté. Enfin, c'est plutôt des outils et plein de ressources. C'est la communauté Open Serious Game qui travaille pas mal sur des
des outils, des méthodos, comment on échange sur comment on utilise en fait du serious game, mais aussi, enfin, il y a aussi de la gamification dedans. Comme on vous disait, les sujets sont assez conjoints. Typiquement, ils ont un jeu pour animer des débriefings. Je sais qui est assez intéressant. Ils ont des actus, des articles, pas mal de choses. Donc, je vous invite à aller regarder ce qu'ils font. Je crois qu'on peut les retrouver. On peut les retrouver. C'est par Facebook surtout d'abord. Je ne sais plus où est le point Ouais, d'entrée. ils ont un site web, ils sont de plus en Yes. plus présents sur LinkedIn. Je pense, en ce moment, ils publient pas mal des podcasts. Et du coup, effectivement, je pense que c'est particulièrement intéressant si vous vous intéressez à tout ce qui est facilitation et agilité, parce que c'est essentiellement du coup des outils de ce type-là qui sont présentés sur Open Source Game. Yes. Je vous laisse aussi dire si vous avez des outils ou bonnes ressources sur le sujet. Tac, je te laisse la question suivante. Yes, donc une question de Jérôme. Est-ce qu'on a des idées de déroulement précis d'ateliers utilisant les gamificards dans un cadre de formation et des idées de transposition à 100% distanciel? Alors, je ne sais pas si Jérôme est ici ou pas, mais on a quelques éléments de réponse. Je peux passer à la slide suivante. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié, en fait, en achetant les gamificards, vous avez accès à un dossier ressources sur Google Drive qui vous permet d'avoir donc un guide d'utilisation des gamificards où je vous partage plusieurs façons de les utiliser et notamment l'atelier un peu classique, clé en main que je fais avec des clients. Donc ça, c'est plutôt sur le volet présentiel, même s'il est possible de l'adapter et de le reconstituer par exemple sur Miro, sur Mural, qui sont tous les deux des tableaux blancs numériques. Donc il y a la possibilité effectivement de partir sur ces outils-là pour transposer tout ça. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à une application Gamificart que j'ai développée pendant le premier confinement, qui permet de retrouver toutes les cartes en format du coup numérique. Et c'est aussi une possibilité voilà, pour travailler par exemple avec vos apprenants, vous leur donnez l'accès à cette petite application. Et donc ils ont toutes les cartes sous les yeux. Ça peut leur permettre voilà, de réfléchir au projet de cette façon-là. Du coup, ça, c'est les trucs un petit peu classiques. Après, les formats, en fait, sont toujours très, très différents. On en parlait, par exemple, avec Adrien Fulda, qui utilise les gamificards aussi dans ses ateliers et ses formations. On en parle entre nous avec Mickaël, avec Jérôme, etc. En fait, tout le monde a sa façon un peu d'utiliser les cartes. Et du coup, le plus simple, ce serait, je pense, de regarder aussi le retour d'expérience qu'on avait fait il y a déjà quelques temps sur l'utilisation des gamificards. Ça vous donne un peu des idées aussi de comment elles sont utilisées. Et s'il y a besoin on va dire, de partage de templates ou d'inspiration ou ce genre de choses, je pense que ça peut être intéressant à co-construire entre nous, justement pour trouver de nouvelles façons d'utiliser les cartes. Je suis persuadé qu'il y en a pas mal et ça peut s'adapter en fonction du temps qu'on a et du public qui est en face de nous. Yes. Tac, tac, tac. Est-il possible... Alors, question 7, hein, on va être sport. Est-il possible de créer entre novices un serious game? Est-il indispensable de se faire aider? Moi, je vais un peu donner ma question habituelle, enfin ma réponse habituelle quand on fait des initiations au game design ou à d'autres choses. En fait, pour moi, commencer, c'est pas difficile et tout le monde peut le faire. Il y a des outils, il y a des ressources et des choses qui font. Et après, le problème qui peut se poser, c'est que ça prend du temps et d'avoir de l'appui et de l'expertise, ça peut vraiment aider. Donc, tout dépend aussi des objectifs, de la vitesse à laquelle vous voulez aller, du point de vue aussi de à quel point c'est indispensable pour vous dans votre activité professionnelle d'être compétent dans créer un serious game, par exemple. Est-ce que finalement, c'est qu'une fin en soi d'avoir l'objet ou est-ce que vous voulez vraiment monter dessus en compétences et donc, voilà. Après, il y a plein de... Pour compléter un petit peu, il y a une citation que j'aime bien qui dit que pour être game designer, donc concepteur de jeu, il suffit de se lever et de dire je suis game designer, parce qu'en fait, c'est à portée de tout le monde. L'important, c'est juste de se lancer, de pratiquer. Ça vient du livre Art of Game Design, qui est vraiment une bible sur le game design, donc je vous conseille très très fortement. S'il Et est en fait, introuvable.
introuvable, oui, en version physique. Il faut Yes. l'acheter en format e-book et ça passe bien. Et du coup, dans ce livre, justement, je crois qu'il est précisé aussi que bon, généralement, les 10 premiers jeux qu'on crée sont pourris. C'est vrai que généralement, voilà, à moins d'être bien accompagné ou d'avoir un peu de chance, peut-être, généralement, les premiers jeux qu'on fait sont assez basiques, mais c'est normal, il faut tester. Et pour tester, c'est mieux de commencer par des petits jeux plutôt que de faire des très gros jeux. Et du coup, comme disait Stéphane, le fait d'être accompagné par un spécialiste, ça permet clairement de gagner du temps et d'être même rassuré, de faire des tests qui sont mieux encadrés, etc. Enfin, c'est vraiment important. Mais si vous n'avez pas la possibilité, faites des tests. C'est vraiment le plus important. Donc là, on vous a listé quelques outils qui reviennent assez souvent, hein, mais pour vous aider à faire donc, des serious games. À gauche, vous avez dans la partie physique les mécaniques cards, dont on a déjà parlé, de prismatique. Euh, c'est toujours bien d'avoir des dés ou des pions, etc. Il suffit de passer dans une boutique de jeux de société pour en acheter quelques-uns. Ça vous permet de prototyper la plupart des jeux. Et au format digital, vous pouvez retrouver des outils comme Geniali, comme Kahoot, etc. Enfin, vous pouvez faire pas mal de choses à petite échelle. Et vous pouvez utiliser d'autres outils. Il y a pas mal de choses qui se font pour créer des jeux, notamment un outil que j'aimais bien. Je dis j'aimais parce que ça fait longtemps que je n'ai pas réutilisé, mais c'est Celestory qui permet de créer des chatbots et des jeux narratifs assez facilement. Donc voilà, c'est une bonne façon de tester. Et comme je vous disais, l'important, commencer petit, tester régulièrement, ça permet de s'entraîner, et puis voilà, on voit plus gros par la suite. Yes. Quelle formation conseillez-vous autour de la gamification? Question 8 par Laureline. Du coup, on en a listé 3, même s'il y en a sans doute d'autres qu'on oublie. D'ailleurs, ça nous intéresse aussi si vous en avez des bonnes qui existent aussi ou des que vous connaissez. On a cité le diplôme universitaire Apprendre par le jeu, qui est très, d'ailleurs, dont je pense qu'on a certains représentants ici présents, qui est très axé quand même sur la ludopédagogie, mais qui parle aussi de gamification par moment. Vous avez du coup après ce que va faire Prismatic aussi autour du serious game et de la conception de jeu et de l'initiation au game design. Et Feedback aussi qui propose ou va proposer différentes formes d'accompagnement. Pour compléter, en fait, ça dépend un petit peu aussi du temps que vous avez et de vos objectifs. Le diplôme universitaire Apprendre par le jeu, c'est un format du coup qui est un peu plus longue durée, qui, comme disait Mickaël, est plus sur la ludopédagogie, donc le fait de créer des serious games pédagogiques. Donc c'est un format voilà, qui est assez intéressant parce qu'on est peut-être un peu plus encadré et on est accompagné vraiment sur la durée. Donc ça, c'est d'ailleurs un format où on intervient avec Mickaël pour parler de gamification, justement. Et à côté, donc, il y a des formations plus courtes, quelques jours. Donc, soit Feedback de notre côté pour du coup des questions de gamification, soit Prismatic plus pour les jeux de société. Et on est en train de lancer donc, une formation en partenariat avec Prismatic pour aborder plutôt, on va dire, l'usage des techniques ludiques de façon un petit peu plus large, donc à la fois la gamification et les serious games, pour permettre finalement de trouver la bonne technique et de s'adapter un peu plus à vos sujets concrets, parce que des fois on a besoin d'un peu de gamification, des fois on a besoin d'un petit peu de serious game, des fois on ne sait pas lequel des deux et on a envie de tester les deux, et à ce moment-là, je pense que cette formation est plutôt adaptée. Yes. Alors, tac. Alors, je regarde le timing aussi. Ça va, on va en prendre encore quelques-unes. Quelle place lui donner dans la facilitation à la gamification du coup? Là, moi, en fait, ça rejoint un peu une notion que je développe au fil du temps, mais qui m'intéresse bien, qui est cette notion d'atelier ludique, où finalement, on fait un atelier en intelligence collective et on va venir utiliser des ressorts ludiques pour rendre ça plus motivant, plus engageant, etc. Pour vous donner un exemple, moi j'ai animé une demi-journée et j'ai conçu avec eux pour une association qui s'appelle Tout est possible, qui a comme objectif de faire réunir des acteurs de l'insertion professionnelle.
Et donc, leur objectif sur cette demi-journée, c'était que des structures qui ne se connaissent pas viennent et apprennent à se connaître, apprennent quelles sont leurs spécificités et comment ils pourraient se renvoyer des bénéficiaires quand c'est plus adapté que pour tel public, on vienne proposer un accompagnement sur, par exemple, les enjeux du numérique avec telle association qui fait ça mieux. Ou qui est plus adapté aux enjeux. Et typiquement, on a utilisé pour ce cas-là l'univers de la montagne, qui a plein de parallèles avec l'univers de l'accompagnement professionnel, avec des éléments graphiques, avec des cartes pour raconter une histoire autour de... finalement d'un alpiniste qui qui fait une ascension de la montagne, quels sont ses outils, quels sont ses obstacles, et en fait, par le biais de cette histoire collective avec des exercices qui étaient très de l'ordre du jeu, où on ne raccroche pas tout de suite au sujet de discussion, on va un peu commencer à créer une narration collective, et en fait, après, dans des autres phases de l'atelier, on va raccrocher cette narration à finalement des échanges pros sur, voilà, pour vous, ça serait quoi plutôt finalement la falaise abrupte à ce moment-là, ou le brouillard, c'est quoi professionnellement pour vos bénéficiaires. Et donc, on va en fait utiliser le jeu pour, soit pour se décaler un petit peu, soit pour aussi donner toute une atmosphère qui soit plus engageante aussi ou rafraîchissante pour des gens que juste finalement dire on va se mettre autour d'une table et discuter. Donc, je pense qu'effectivement, on peut vraiment utiliser la gamification pour rendre des expériences plus engageantes. Et c'est ce qu'on voit dans plein d'exemples autour de la facilitation. Hein. Les icebreakers en sont un bon. Hein. C'est une façon très établie de rajouter du jeu dans des moments où, en fait, le but, il est très sérieux, que les gens ils aient un comportement qui est je me présente aux autres et peut-être pas avec mes éléments de langage traditionnels. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Non, Alexandre? ça me paraît J'avais très plein complet. d'exemples. Oui, quelques exemples de Et jeux ben comme voilà. l'anti-Sava, je me souviens un peu du nom Ouais, c'est les joyeux audacieux qui ont fait ça. Vous avez des dés, vous pouvez avoir parfois en facilitation, on utilise des timers pour mettre du challenge. Et je vous ai mis à droite un exercice qui est pour fédérer une équipe, de les faire réaliser un blason avec leurs valeurs, avec comment ils vont fonctionner ensemble, etc. Là aussi, on est en train de passer par un espèce de ressort narratif, voire à faire de la complétion de quelque chose pour finalement servir de prétexte. Cet exercice, si vous tapez blason facilitation, vous devez trouver assez rapidement des pages qui l'expliquent. Et si quelqu'un a un lien qui l'explique bien dans le chat, ça peut être cool aussi. Mais en tout cas, voilà, on a plein de petits exercices qui vont venir utiliser du ludique en Ce qui est facilitation. important, c'est toujours de garder en tête pourquoi on a envie d'inclure du ludique dans que ce soit la formation ou la facilitation. Il faut que ce soit vraiment au service du moment présent et pas juste simplement voilà, pour faire pour le fun. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Yes. Il est 18, tac, tac, tac. On va prendre. Ouais. Yes. Euh, Alors. Une question, donc, comme on disait, qui revient très souvent, c'est comment m'y prendre pour gamifier, qui a été posée par Sonia, mais qui a été posée par pas mal d'autres personnes autour de sujets différents. On fera un focus probablement donc, sur les différentes thématiques qu'on vous a proposées en tout début de réunion. Là, juste rapidement, en 3 étapes, comment on fait pour gamifier de façon assez classique. La première étape, c'est vraiment donc de fixer les objectifs et de comprendre pourquoi il y a un manque d'engagement. Vu que la gamification sert à résoudre des problèmes d'engagement, il faut comprendre où se situe le manque d'engagement et si c'est vraiment bien ça le problème. Donc en général, on commence plutôt par une phase d'audit où on va rencontrer des utilisateurs, etc. Je ne vais pas pouvoir tout détailler vu le temps qui nous reste, mais l'important, c'est vraiment de creuser ces questions-là. Parce que si vous ne le faites pas suffisamment, la gamification qui va sortir derrière ne sera pas pertinente. Donc c'est un peu dommage. Deuxième étape, celle qu'on voit le plus souvent, ça va être la partie voilà, un petit peu créative. On va essayer de concevoir la gamification en rapport avec ce qui a été déterminé à l'étape précédente. C'est à ce moment-là, du coup, qu'on va essayer de créer une expérience sur mesure, vu que ça repose donc sur des utilisateurs spécifiques et un problème spécifique. Et c'est à ce moment-là, notamment, qu'on va utiliser, par exemple, les gamificards ou d'autres outils pour essayer d'avoir des idées de gamification intéressantes. Donc l'important, c'est d'essayer d'impliquer d'autres personnes, pas faire ça en vase clos, hein, essayer de faire ça avec vos utilisateurs, avec vos partenaires, etc. Ça vous permettra d'avoir des idées beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus intéressantes. Et bien sûr, une fois que vous avez fait ça, l'important, c'est de tester à chaque fois que vous émettez des hypothèses pour vérifier que tout colle et que ça fonctionne bien.
Ensuite, en général, on voit des projets qui s'arrêtent là. Le problème, c'est que dans certains cas, ça fonctionne, mais très souvent, ce n'est pas suffisant. Si vous faites de la gamification, il faut aussi accompagner et lancer concrètement le projet avec, par exemple, de la communication, de la sensibilisation, etc. Si vous mettez en place un projet de gamification, par exemple en interne sur des questions de RSE, mais que finalement vos collaborateurs ne sont pas au courant qu'il y a quelque chose de nouveau, forcément vous aurez des stats pas terribles sur vos indicateurs. Donc c'est pas pertinent de s'arrêter juste à concevoir quelque chose de génial. Si personne ne sait que ça existe, c'est un peu gênant. Donc ce qui est important, c'est de faire de la sensibilisation et d'accompagner le lancement d'un projet, comme tout autre projet qu'on a besoin de lancer. Il faut faire de la communication, il faut trouver les bons relais, etc. Et surtout, dans un second temps, on va pouvoir aussi récolter de plus en plus d'informations sur le fonctionnement de ce projet gamifié et s'en servir pour mettre à jour le projet, c'est-à-dire par exemple faire des ajouts de contenu, peut-être équilibrer certains éléments, peut-être retirer des choses si vraiment ça ne fonctionne pas, etc. Ça va vous permettre de faire évoluer tout ça pour être sûr que la gamification elle soit durable. Sinon, forcément, au bout d'un moment, ça a beau être gamifié, les gens peuvent se lasser. Donc voilà un petit peu les 3 étapes clés. On détaillera bien sûr un peu plus tout ça une prochaine fois avec des cas concrets, etc. Yes. Je prends encore une dernière peut-être. Oui, si on les fait rapidement, 11 et 12, ça Ouais, passe. ça devrait. La 11e, en tout cas, elle était intéressante. Elle était intéressante parce que c'est une question qui se pose souvent, c'est comment on évalue les objectifs et surtout l'efficacité d'un dispositif de gamification. C'est une question de Marion. Nous, comme souvent, hein, comme dans beaucoup de pratiques, on va être sur du quantitatif d'abord, si on peut. Si c'est des gamifications sur une plateforme, une app, il ne faut vraiment pas hésiter à exploiter les données. Alors, toute la question est quelles sont les bonnes données et comment elles sont significatives quand même. Mais typiquement, si on cherche à produire un comportement sur, par exemple, le fait que les utilisateurs se connectent régulièrement, d'aller mesurer combien de fois ils se connectent, comment, d'aller analyser ça, potentiellement de se faire aider aussi par des gens dont c'est aussi le métier d'exploiter cette donnée-là. Ça peut être utile quand c'est vraiment des cas pratiques importants. On peut avoir des sondages pour justement évaluer est-ce que suite à un impact d'une campagne de gamification, est-ce que les gens ont vraiment changé de comportement. Je pense au sujet de l'écologie, mais il y en a plein d'autres. Si on vise à que les gens changent de comportement, il faut voir si ça a marché derrière. On peut aussi faire du comptage, de regarder effectivement concrètement sur un lieu physique, par exemple, si on a envie que les gens s'arrêtent plus de temps à un endroit ou posent des questions sur quelque chose, de regarder effectivement qu'est-ce qui est provoqué concrètement comme comportement. Et après, je pense que c'est important aussi parce qu'on reste quand même sur quelque chose qui est très lié à l'humain, d'avoir des évaluations qualitatives de ce qui se passe, parce que parfois, il y a des choses qui se passent qu'on n'a pas prévues via la gamification, voir si c'est des effets qui sont intéressants ou au contraire nuisibles potentiellement aussi pour corriger le tir si besoin, d'avoir des entretiens. Donc ça peut se voir en entretien, peut-être du semi-dirigé, d'avoir des questions, mais d'avoir aussi la capacité à explorer effectivement ce qui se passe. Et du coup, ensuite, ça peut être des enquêtes de satisfaction, ça peut être l'observation aussi concrète des comportements, mais là, en allant plus voir ce qui se passe en détail. Voilà un petit peu. Je pense que là-dessus, on est à peu près clair, mais n'hésitez pas à rajouter des choses. Et puis, je te laisse la dernière question, Alexandre. Oui, ça marche pareil. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. À ce moment-là, on fera peut-être des focus un petit peu plus particuliers là-dessus, des retours d'expérience, etc. On est là pour créer aussi du contenu ou des échanges sur les sujets qui vous intéressent. Du coup, dernière question par Tristan. Donc, dans le cadre d'un jeu compétitif avec des gagnants et des perdants, est-il possible de perdre de l'engagement de la part de ceux qui échouent? Si oui, comment y pallier? Alors, effectivement, généralement, les gens n'aiment pas spécialement perdre. Alors, forcément, il y a des nuances, hein, mais c'est quelque chose qui peut être assez gênant. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle la compétition n'est pas trop je trouve, un élément à inclure de façon en tout cas automatique dans les projets de gamification, dans les serious games, parce que finalement, pas mal de personnes n'aiment pas trop ça. Donc, il y a pas mal de choses qui sont possibles autour du fonctionnement des classements pour faire en sorte qu'ils soient un peu plus sympas avec les utilisateurs. Mais franchement, ce serait, je pense, un sujet d'une vidéo assez intéressant à pousser. Pour le cas
des jeux compétitifs où effectivement donc, il y a des gagnants et perdants, comment faire en sorte que ce soit un peu moins impactant pour les perdants. Une des bonnes façons de faire ça, c'est comme vous le voyez sur Mario Kart avec la carapace bleue, c'est le fait de mettre des mécanismes de rattrapage. C'est-à-dire que Mario Kart, en fait, essaye de faire en sorte que la course donc, de cartes soit la plus incertaine possible jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même si on est dernier à la moitié de la course, il faut qu'on puisse se rattraper. Et donc, pour faire ça, ils mettent en place différents exemples d'outils qui permettent donc de rattraper toute la distance voilà, qu'on a à rattraper dans la course. Donc la carapace bleue, par exemple, elle permet d'arrêter pendant un temps la personne qui est en première position, mais il y a également, par exemple, des bonus. Par exemple, on peut se transformer en boulet de canon et avancer beaucoup plus vite que les autres, et ça de façon automatique. Donc on peut rattraper pas mal de temps. Et en fait, en mettant ces objets-là de façon plus prédominante sur les utilisateurs qui sont dans le bas du classement, bah, ça permet d'avoir un équilibre assez intéressant. Une façon aussi de faire quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est effectivement de ne pas faire seulement de la compétition, mais faire de la collaboration en plus de la compétition. C'est quelque chose qui marche très très bien, et notamment dans l'écologie. Moi, j'aime beaucoup l'exemple du défi Famille Énergie Positive, où finalement, c'est comme ça qu'on fait. Une autre possibilité, c'est tout simplement de récompenser plusieurs personnes, et pas seulement du coup sur un critère, donc est-ce qu'on a gagné ou pas, mais peut-être récompenser sur différents critères. Est-ce qu'on a été la personne la plus active? Est-ce qu'on a été la personne qui a fait le plus d'actions sociales? Est-ce qu'on est la personne qui a fait le plus d'autres actions, etc. Et ça permet donc de récompenser plus de personnes. Et pas simplement dire t'es bon ou t'es pas bon. Voilà un petit peu. Et pareil, je pense que ça mériterait une petite vidéo spécifique. Donc voilà pour les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Hein, on pourra les traiter une prochaine fois. Pour aller un petit peu plus loin, nous, avec Mickaël et d'autres personnes, on a envie de participer à la démocratisation de la gamification, c'est-à-dire faire en sorte que plus de gens comprennent ce qu'est la gamification et que plus de personnes aussi fassent de la gamification dans leur activité. Et du coup, donc pour ça, on a plusieurs ressources. Donc, on a parlé voilà, de formation, de tutoriels, etc. On développe pas mal de choses en ce moment. Et notamment, jusqu'ici, il y avait une communauté qui s'appelait donc la communauté Gamificart, qui était une communauté sur Slack, qui était donc dédiée aux personnes qui ont acheté les Gamificart. On s'est dit que finalement, ce sera intéressant de booster un petit peu plus cette communauté à partir de ce début d'année, et notamment d'ouvrir finalement la communauté, parce que pourquoi la garder simplement pour ceux qui ont acheté les Gamificart, alors que finalement, tout le monde a potentiellement envie de faire de la gamification, et il y a d'autres outils qui permettent de faire de la gamification. On trouve que c'est plus intéressant d'avoir une communauté voilà, qui est riche, qui est diverse, etc. Et donc on se dit qu'on allait ouvrir cette communauté-là. Donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de rejoindre cette communauté. C'est gratuit. Nous, on va essayer d'amener régulièrement du contenu et de proposer des activités en dehors du café de la gamification pour rythmer un petit peu tout ça, donc partager des études de cas, peut-être remplir ensemble une base de données d'exemples de gamification, ce qui sera utile pour tout le monde, hein, pour s'inspirer et grandir sur ces conceptions de gamification. Et de toute façon, voilà, notre volonté, c'est ça, c'est de partager la gamification avec vous. Et ça sera co-construit forcément. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent en particulier, on fera notre possible pour mettre tout ça en place. Donc voilà un petit peu pour la communauté. On va vous partager du coup le lien dans le chat, puis on vous le renverra par la suite aussi de toute façon. Et peut-être que du coup, Mickaël, tu peux partager la suite pendant que je partage moi le lien pour rejoindre le Slack, pour ceux en tout cas qui ne l'ont pas. Si je ne suis pas un sourdine, c'est mieux. J'allais juste dire, effectivement, l'idée aussi, et là, on est en train d'interroger des membres également, c'est d'avoir aussi des activités en petits groupes, effectivement, pour échanger autour d'un sujet, pour commencer à écrire un article collectivement, d'avoir aussi des temps moins descendants que celui-là, même si on a essayé d'être un maximum interactif, mais d'avoir aussi des choses où finalement, vous puissiez co-développer sur des cas pratiques, etc. Et puis, en parlant de progresser et puis d'activités en petits groupes, pour la deuxième annonce, on en profite
également pour l'instant promo. En fait, ça fait quelques semaines maintenant, voire mois qu'on travaille là-dessus avec Alexandre. L'idée, c'est en fait, on va lancer un bootcamp là avec des inscriptions ouvertes jusqu'au 31 janvier qui soit vraiment, donc bootcamp, c'est vraiment un format en petit groupe, max une douzaine de personnes, qui soit plutôt on a appelé ça bootcamp plutôt que formation parce que l'idée, c'est vraiment de mettre un peu les pieds dans la gadoue, dans le sens où l'idée, c'est de vraiment être sur du pratique, du concret, d'être en collectif avec des gens qui ont des sujets dans leur activité de gamification, de dire voilà, j'ai tels objectifs de changement de comportement, de créer tel dispositif de gamification et vraiment de vous emmener en 4 semaines du coup, de poser les objectifs à concrètement dérouler ça. Donc, ça prend la forme de 4 ateliers, plus pareil, une animation entre et puis des exercices, des canevas, des choses à faire entre les séances, plus du coaching spécifique. Et on va s'appuyer aussi sur les méthodos qu'on utilise nous professionnellement. Peut-être tu veux ajouter peut-être quelque chose sur les méthodos, sur la partie feedback, Alexandre? Oui, complètement. Du coup, effectivement, l'idée du bootcamp, c'est de permettre à des personnes qui ont des projets de gamification de monter en compétences. Et pour ça, donc, on focus vraiment la partie pratique. Donc, l'idée, c'est de reprendre en fait les méthodos, la méthodologie, notamment feedback, qu'on utilise donc pour faire nos projets de gamification avec nos clients et de vous partager ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de pratico-pratique pour vous aider à rentrer directement dans le concret. Parce que la théorie, c'est sympa, et puis il y a quand même de plus en plus de matières qui se trouvent sur Internet notamment, mais ce n'est pas forcément suffisant pour passer à l'action. Et ce qui est important, finalement, c'est d'avoir des résultats, donc de passer à l'action. Donc on avait envie de tester ce format de bootcamp depuis un petit moment, donc voilà, c'est officiellement lancé. Si vous avez des questions, pareil, de toute façon, on vous enverra le lien. On est là pour discuter. De toute façon, on ne prendra pas de personnes inscrites sur le bootcamp sans avoir eu un échange avec eux au préalable pour être sûr de valider le fait que le format leur correspond bien et qu'ils sont suffisamment, on va dire, matures pour passer sur ce type d'accompagnement. Yes. Donc voilà. Donc, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Je vous partage aussi dans le chat directement le formulaire pour nous dire ce que vous avez pensé un petit peu de ce premier café de la gamification. Pour nous, c'est très important de savoir ce que vous en avez pensé, ce qu'on peut améliorer pour du coup de prochaines versions. Et si vous nous laissez votre email, ce sera aussi l'occasion de vous envoyer donc, le replay et quelques ressources du coup autour de la gamification, notamment par rapport à tout ce qui a pu être échangé depuis une heure. Donc voilà. Première question de Laetitia, c'est bien en gamification et pas serious game le bootcamp. Effectivement, on va parler de gamification. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout aborder le sujet des serious games, mais l'idée c'est plutôt d'avoir quelque chose de pratico-pratique autour de la gamification. Effectivement. Et du coup, Bootcamp est une poupée russe qui s'applique au même. Comment engager les participants dans ce bootcamp? Effectivement, ça permet aussi de justement tester un petit peu de nouvelles choses. Et de toute façon, c'est le premier bootcamp. Donc, les premiers sont toujours ceux qui sont le plus intéressants parce qu'on peut tester pas mal de choses. Et puis, on va pouvoir faire évoluer, je pense, le bootcamp tout au long des 4 semaines pour être sûr de coller à quelque chose qui correspond aux personnes qui participent. En tout cas, c'est l'idée. Le bootcamp, notamment, du coup, reposera sur l'utilisation des gamificards et des outils qu'on a développés autour pour vous permettre d'avoir des outils qui sont transposables après sur d'autres situations. Une fois que vous êtes sorti du bootcamp, vous devriez être en mesure de réutiliser un petit peu les mêmes outils, les mêmes techniques sur d'autres projets. Du coup, voilà, et merci à tous ceux en tout cas qui sont restés, Alexandre, jusqu'ici. je partage le lien. Le lien, oui, du site, c'est comme ça, si les gens ont des questions, c'est plus simple. Et donc, merci en tout cas à tous pour la participation, et puis à une prochaine. Si vous avez des questions, on reste encore un petit peu, donc n'hésitez pas.
mais si vous n'en avez pas, eh ben, on se reverra bientôt. Merci à vous, Alexandre et Michael. Et à très bientôt. Ouais, salut. À plus, À bientôt, salut. Stéphane. Ouais, ciao, ciao. Hop. On n'a pas de questions qui restent non répondues, c'est bon? Yes. Non, j'ai l'impression que c'est bon. Je vais couper l'enregistrement. Hop. Comme ça, non, c'est bon.